Les matins de France Culture. Guillaume Erner. La présidentielle américaine suscite doutes et inquiétudes. Doutes parce que Joe Biden semble aujourd'hui désorienté parfois sur certaines vidéos et dès lors la question de l'âge du capitaine se pose. Inquiétude parce que Donald Trump est l'auteur de déclarations qui sont en tout point conformes au style de Donald Trump, comme récemment au sujet de l'OTAN. On vient de l'entendre dans la revue de presse internationale. Bonjour Roger Cohen. Bonjour Guillaume. Vous êtes correspondant en chef à Paris du New York Times. Est-ce que vous avez plutôt des doutes ou des inquiétudes, vous ? Plutôt des inquiétudes. Les doutes sur Joe Biden, vous venez de l'évoquer, il a 81 ans. Il a des trous de mémoire. Il pense avoir rencontré le président Mitterrand et le chancelier Kohl il y a 3 ans. Or, on sait très bien que les deux étaient morts à l'époque et qui parfois semble chancelant, il montre le fait qu'il a cet âge-là. Ceci dit, il a quand même eu une présidence assez solide et il n'a pas, à mon avis, assez de crédit pour ce qu'il a fait du point de vue de l'économie, sa gestion de la guerre en Ukraine, etc., rétablissant la réputation des États-Unis au niveau international après Donald Trump. De l'autre côté, oui, des sévères inquiétudes sur Donald Trump qui, comme on vient de l'évoquer, n'hésite pas, si c'est vrai, si ça a bien eu lieu, on ne sait jamais avec Donald Trump si c'est vrai ou si c'est un mensonge, s'il l'a inventé, s'il a pensé à ça en se réveillant, mais il dit qu'il a dit à un allié que s'il paye pas, il dit à la Russie, allez-y, oui, vous pouvez bien envahir ce pays. De l'autre côté aussi, qui a essayé bien sûr de renverser la démocratie américaine. C'est pas rien du tout, hein, renverser la démocratie américaine en disant que l'élection de 2020 était truquée, en encourageant cet assaut au Capitole. Bon, on va parler tout d'abord de Joe Biden, Roger Cohen. Et la question, c'est de savoir s'il est raisonnable pour le Parti démocrate de présenter un candidat pour sa réélection en l'occurrence, alors que si c'était, je ne sais pas, notre père par exemple, on lui conseillerait de ne plus conduire, on lui piquerait les clés de sa voiture, quoi. C'est pas tellement si c'est raisonnable ou pas maintenant, parce que je crois que c'est inévitable maintenant. Donc, Joe Biden va être, à moins qu'il y ait une grosse surprise, le candidat. Ceci dit, oui, c'est vrai que parfois il semble agile, parfois il répond d'une façon très précise à des questions même assez compliquées. Parfois beaucoup moins, et parfois il a comme on vient de dire, des trous de mémoire. Donc non, c'est pas idéal. C'est pas idéal. L'âge de Biden, c'est plus que l'âge du Premier ministre Gabriel Attal et du président Macron combinés. Donc, où on peut demander l'époque de Kennedy ou de Clinton, où on avait quand même des présidents qui étaient dans la quarantaine. Mais comme on voit aussi en France, où on a 2 fois eu l'élection Macron-Le Pen, il semblerait que c'est difficile pour d'autres gens, d'autres possibilités de surgir. Et là, encouragé par sa femme Jill, qui est une force, Joe Biden a bien décidé de tenter sa chance encore une fois. Ce qui veut dire que ce processus, il est impossible aujourd'hui à empêcher, Roger Cohen ? C'est pas impossible. Joe Biden a le choix. Il peut se retirer. Enfin, s'il conclut que vraiment son état mental n'est pas adéquat pour peut-être le job le plus dur au monde. On voit avec Obama, il rentre tout jeune, il sort tout gris. Enfin, c'est pesant. Tout le monde suit cette élection. Il y a une élection en Inde, très importante, mais le monde pense encore, même si on parle beaucoup du déclin américain, on pense aux États-Unis comme étant un peu la clé. Donc, qui est le président est très, très important, surtout à un moment où, à la différence de 2016, on a 2 guerres. Une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Europe. Mais si Joe Biden ne décide pas de se retirer de lui-même, il n'est pas possible pour le Parti démocrate, par exemple, d'imposer un autre candidat, d'imposer des primaires, ou bien il n'y a pas de procédure médicale qui pourrait conduire à douter finalement de ses capacités à gouverner le pays. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un incident vraiment, disons, grave sur
qui met vraiment en question son état mental. Et là, il y a des procédures même constitutionnelles par lesquelles on pourrait faire en sorte qu'il ne puisse pas se présenter. Mais on parle là de quelque chose qui, à mon avis, à ce stade, est improbable. Pourquoi le Parti démocrate n'est-il pas capable, en apparence, peut-être que ça n'est pas votre point de vue, Roger Cohen, de donner un autre candidat à ce parti, un autre gouvernement possible, un autre président possible pour les États-Unis? Ben, on a parlé d'autres candidats possibles, comme le gouverneur de Californie, Gary Newsom. Mais je pense qu'il y a un respect pour Joe Biden, il y a un respect pour ce qu'il a réussi à faire comme président. Il y a beaucoup, et je me compte parmi ces gens qui pensent que sa présidence, par plusieurs aspects, était meilleure que d'Obama. Donc, et étant donné qu'il y a ce respect pour lui, étant donné qu'il veut se présenter, étant donné que personne n'a encore surgi, voilà la situation où on se trouve. On peut le regretter, mais... on le décrit comme étant finalement une manière aussi pour les démocrates d'être dans une sorte de pacte de non-agression, puisque tout autre candidat pourrait relancer un combat entre frères, mais un combat d'autant plus violent qu'il serait entre frères. Ah, ça c'est certain, oui. Si le Parti démocrate, qui est déjà divisé entre l'aile progressive et le centre que représente Joe Biden, si vraiment il y avait une espèce de combat là pour la nomination, ça déchirerait le parti à un moment où la possibilité que Donald Trump retourne à la Maison-Blanche est réelle. Et il y a énormément de démocrates qui pensent que celui qui est le plus adapté pour battre Trump, comme il l'a fait déjà une fois, c'est bien Joe Biden. Et la peur, la grosse peur des démocrates aux États-Unis, c'est justement le retour de Donald Trump, qui semblerait impensable, mais qui ne l'est plus. Vous l'avez dit, Roger Cohen, pour beaucoup, la présidence de Joe Biden a été une grande présidence, mais... Une bonne présidence. Bonne, grande, pour vous me semble peut-être trop. C'est pas Lincoln, c'est pas Roosevelt, mais une bonne présidence, solide, je dirais. Bon, on peut parler de comment les États-Unis s'est retirés de l'Afghanistan. C'était chaotique, mais c'est fait. Mais sur l'Ukraine, sur l'économie, sur des réformes aux États-Unis, l'infrastructure, etc. Je pense qu'il a été solide. Et à la différence d'Obama, il a su faire des coalitions pour faire passer des lois. Et là encore, on voit les républicains divisés sur, justement, on a beaucoup parlé du fait que l'Amérique ne va plus soutenir l'Ukraine. Or, on voit que, comme souvent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. L'économie va très bien. Va bien. Oui, va bien. Enfin, l'inflation baisse, très peu de chômage. Vous savez, c'est toujours... j'ai déjà un certain âge. On a parlé tant de fois du déclin inévitable des États-Unis, mais il n'y a aucun pays au monde qui a la capacité de se renouveler qu'à les États-Unis. Et donc, c'est toujours un peu dangereux de dire, ben voilà, maintenant, c'est l'époque de la Chine, où il faut se méfier un peu de penser que, voilà, les États-Unis, c'est le passé. Bien sûr, Roger Cohen, mais le problème, c'est que même si cette présidence est considérée comme une bonne présidence, avec un certain nombre de résultats, beaucoup d'Américains en doutent. Oui, ils doutent, parce que pour quelqu'un de 25 ans... ce vieillard, voilà, il se sent assez aliéné de cette... Enfin, tous les développements technologiques, je suis loin d'être sûr que le président Biden comprend comment exactement fonctionne le monde aujourd'hui. Moi-même, j'étais éditorialiste pendant 13 ans du New York Times, et à un moment donné, je me suis rendu compte que pour comprendre le monde de quelqu'un de moins de 30 ans, j'avais pas tellement... c'était pas mon monde, quoi. Donc, je pense que pour Biden, oui, il y a ça. Bon,
c'est quoi la politique aujourd'hui? C'est la politique de l'émotion, c'est la politique de la distraction, c'est la politique de la communication. Gabriel Attal le sait très bien. Or, Biden, comme personnalité publique de cette manière-là, c'est quelqu'un qui a des stratégies. Il n'a pas tellement la tactique de chaque jour que demande sur les réseaux sociaux le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de lointain, de trop conservateur, souvent, pour les jeunes, de distant. Et en le regardant, on s'amuse pas autant qu'on s'amuse en regardant Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas certain que lorsqu'on a Donald Trump à la Maison-Blanche, on s'amuse véritablement? Je sais pas, je vous pose la question, Roger Cohen. On s'amuse et on va vers le précipice. Je veux dire, Donald Trump a maîtrisé, comprend très bien le fait que s'il y a une avalanche d'informations, de trucs, moi-même, je me souviens, j'avais du mal vendredi de me souvenir ce qu'il avait dit, qui m'avait fâché, outrancé le mardi. Enfin, c'était impossible, c'est impossible avec Trump. J'ai regardé ce matin les titres du New York Times. Il y en avait 8, je crois. Les premiers, tous, avec ce nombre de 5 lettres, T-R-U-M-P. Oui, c'est partout. On est bombardé. Formidable pour votre journal. Il réussit là où Biden ne réussit pas. Oui, il a été formidable pour votre journal. Il a relancé non la seulement presse pour nous, américaine. Aussi pour le Washington Post, qui a eu beaucoup de mal. Au moins nous, parce que nos souscriptions vont très bien, on a survécu à la fin du Trump bump, comme on disait. Mais pour beaucoup de journaux, ça a été difficile. Oui, les gens sont fascinés, les gens sont hypnotisés, mais il faut dire qu'on a eu de la chance, je pense, entre 2016 et 2020. Là, il y a 2 guerres. Là, c'est extrêmement dangereux. En plus, maintenant, avec une Cour suprême qui est dans sa poche, avec un ego qui, s'il est réélu, dirait, bon, ils ont essayé avec maintes procès, mais je suis retourné. Il n'avait déjà pas beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Oui, encore plus dangereux, à mon avis. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Roger Cohen, je rappelle que vous êtes correspondant en chef à Paris du New York Times. Vous serez rejoint par Alexandra De Hoop-Scheffer, senior vice-president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Et on reviendra notamment sur les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l'OTAN. 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous évoquons la présidentielle américaine, doute et inquiétude, doute sur l'état de santé de Joe Biden, sa capacité à gouverner le pays, inquiétude sur le retour de Donald Trump, en compagnie d'Alexandra De Hoop-Scheffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-président pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund, et nous sommes en compagnie de Roger Cohen, correspondant en chef à Paris du New York Times. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur ces 12 milliards, a trouvé 12 milliards d'euros, je crois, hein, pas 12 milliards de dollars. Vous trouvez plus facilement de l'argent, Roger Cohen, aux États-Unis. Bah oui, on a eu le quoi qu'il en coûte du président Macron au moment de Covid. Après, Bruno Le Maire lui-même a voulu absolument protéger les familles françaises contre les coûts de l'adaptation énergétique énorme face à la guerre en Ukraine. Maintenant, les agriculteurs. Donc, on dépense et on réfléchit pas trop à comment payer tout ça. Donc, je souhaite bonne chance au Premier ministre Attal si vraiment il veut faire une réforme par exemple, de l'assurance chômage. On a bien vu que quand on a voulu passer de 62 ans à 64 ans, quand le reste de l'Europe est à 67 ans environ pour la retraite, on peut pas dire que la France a très bien réagi. Donc, ma réaction fondamentale, c'est vive la France. Alors ça, c'est pas du jeu, hein, Roger Cohen, parce que j'ai sous les yeux le Wall Street Journal. Désolé, c'est pas le New York Times, qui explique que le coût des mesures écologiques de Joe Biden s'envole. Rien que pour l'Inflation Reduction Act, l'IRA, adopté en 2022, 271 milliards de dollars de réduction d'impôts.
Bah oui, je pense que plus sérieusement, et on le voit en Europe aussi, il y a une tension forte entre le besoin des réformes écologiques, les réformes dites vertes, et puis le coût pour les gens. Et en France, on vit ça actuellement très difficilement parce que ces adaptations, la voiture électrique par exemple, même avec les subventions de l'État, c'est cher. Ouais, évidemment, c'est cher et donc on voit à quel point ces investissements aujourd'hui, sont nécessaires. Des investissements aussi dans le domaine de la défense et là, je me tourne plutôt vers vous, Alexandra Dehoop-Scheffer, les déclarations de Donald Trump, qui évoquaient donc une conversation avec, le président d'un pays qui, semble-t-il, rechignait à payer, la facture de l'adhésion à l'OTAN. Quel président d'après vous? Écoutez, moi j'ai une hypothèse, je pense que c'était potentiellement Angela Merkel. Heu, mais au-delà de ça, en fait, moi, c'est les déclarations de Trump ne m'ont pas du tout surprise. Je veux dire, c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il a toujours dit sur, l'alliance, atlantique, c'est-à-dire qu'il a une vision purement transactionnelle de l'alliance. Il voit avant tout ce que l'alliance coûte aux États-Unis et pas ce dont les États-Unis bénéficient que d'être membre de cette alliance. Moi, ce qui m'a en fait, gênée dans cet épisode, c'est la réaction, européenne. Quand on est face en fait à quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire en fait un harceleur, un bully comme on dit aux États-Unis, la meilleure réaction c'est la non-réaction. Là, ce qu'on a vu, c'est un déferlement de réactions alors allemandes, Scholz, en France ici, la Commission européenne, Borrell, le secrétaire général de l'OTAN, tout ça en n'étant pas du tout organisé ni coordonné, c'est pas une surprise. Mais je pense qu'au contraire, il ne faut pas réagir parce que c'est ce qu'il attend en fait. Hein. Pour lui, c'est exactement ce qu'il attend, c'est un effet de panique. Donc je pense qu'il faut se retenir et surtout, là typiquement, je pense que la réunion tripartite entre la France, la Pologne et l'Allemagne hier et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment parler moins et faire beaucoup plus en européen et préparer en fait un potentiel scénario Trump. Mais alors, comment interpréter cette saillie de Trump? Est-ce qu'il faut imaginer qu'il veut en avoir pour son argent et donc c'est un principe comptable, les adhérents à l'OTAN doivent régler leurs cotisations, ou bien c'est en fait le signe que Trump pense qu'il faudrait dissoudre l'OTAN? C'est avant tout de la tactique, c'est de la pure tactique, c'est une stratégie de déstabilisation des Européens. Et d'ailleurs, ça a fonctionné sous son précédent mandat, c'est-à-dire que sous sa présidence, les Européens ont effectivement dépensé beaucoup plus sous la pression de Donald Trump. Donc c'est une espèce de stratégie de chantage. Le problème pour moi, en fait, quand il joue ce jeu-là au sein de l'Alliance Atlantique, c'est qu'il remet en fait en question le socle commun, c'est-à-dire vraiment incarné par l'article 5 de la défense collective, le principe de la solidarité. C'est-à-dire qu'une alliance ne fonctionne que si le comportement de l'ensemble des États membres est prévisible, et notamment en cas de guerre ou de conflit, c'est-à-dire que tous les États s'engagent à venir au secours d'un État qui serait attaqué par un autre. Là, ce qu'il remet en question, c'est véritablement la fiabilité du leadership américain. Donc la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut toujours compter sur les États-Unis. Et donc ça, c'est un facteur de déstabilisation. Il joue énormément là-dessus. Mais encore une fois, on se rend compte en fait que la guerre en Ukraine nous a ramenés en arrière par rapport à des efforts et des avancées qu'on avait faits en termes de, je dirais pas d'autonomie stratégique, mais en tout cas de réfléchir entre Européens à comment renforcer nos capacités de défense. Cette guerre en Ukraine nous a rendus encore plus dépendants des États-Unis, de la garantie de sécurité américaine et donc de l'Alliance Atlantique. Et là, ce que l'on voit au cours de ces derniers mois, en amont d'un potentiel retour de Trump, c'est non pas une coordination européenne pour vraiment réfléchir à comment booster nos capacités de production et de projection de la force militaire, mais c'est au contraire une course à des accords bilatéraux avec Washington, en achetant des F-35, ça c'est le cas des pays nordiques, baltes et de l'Est, et y compris de l'Allemagne, une espèce de concours de beauté pour montrer qu'on est un bon élève. Et ça, pour moi, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et en ce sens-là, la position de la France, qui est de dire, en fait, il faut que nous,
Européens, on réfléchisse à nos priorités stratégiques et comment s'organiser entre Européens, pour le moment, ne résonne pas beaucoup à travers l'Europe. Roger Cohen, c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, ce type de commentaires, surtout si l'homme qui les a formulés devient président des États-Unis. Surtout, oui. C'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, parce que finalement cet homme protège votre pays. Non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est absolument pas une bonne nouvelle. Monsieur Trump, il comprend absolument pas le rôle essentiel, primordial que l'Alliance Atlantique a joué dans la paix et la prospérité américaine et européenne de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui a plusieurs propriétés à New York et ailleurs. Il traite l'OTAN comme s'il y avait un locataire qui ne paie pas à la fin du mois. Allez-vous-en, ou il invite quelqu'un d'autre à faire un assaut à cette pauvre personne et prendre l'appartement. On parlait tout à l'heure du fait que le président Biden a évoqué Mitterrand et Kohl et s'est trompé sur le fait qu'il ne les ait pas évidemment rencontrés en 2021. Or, Trump, vous pensez qu'il sait qui est Mitterrand ou qui est Kohl? Non, il n'a absolument aucune idée de qui c'est. Il n'a aucun sens historique. Donc, défaire l'alliance, qui d'ailleurs serait pas du tout simple, hein, c'est pas que M. Trump peut se réveiller un jour et dire non, on se retire. Ça se passe pas comme ça. Mais c'est quelque chose d'une extrême gravité, hein. Alexandra de Hoop-Scheffer, est-ce qu'il voudrait donc maintenir l'alliance avec d'autres règles de fonctionnement? Est-ce qu'il est véritablement aussi menaçant qu'il y paraît? Parce que finalement, si on fait un bilan de la politique extérieure de Donald Trump, est-ce qu'il a véritablement créé des dommages, ou alors des dommages plus importants que ce que fait Joe Biden, puisqu'il y a eu le retrait d'Irak qui a été fait de manière extrêmement chaotique. Il y a la guerre au Proche-Orient qui n'est pas arrêtée par les États-Unis. Bref, là aussi, qu'en dire? Alors moi, je pense très sincèrement que Trump ne retirera pas les États-Unis de l'OTAN, qu'il ne se retirera pas non plus des enjeux de sécurité et de défense européenne. D'ailleurs, factuellement, il faut reprendre les faits. Sous son mandat, c'est sous son mandat que les États-Unis ont augmenté le plus la présence des troupes américaines sur le sol européen, en renforçant notamment la présence en Pologne et sur le flanc Est. Donc, dans les faits, il a même renforcé la présence militaire américaine en Europe sous son mandat. Mais l'Afghanistan? L'Afghanistan, oui. Alors effectivement, ça, je pense qu'il y avait en fait un accord bipartisan entre démocrates et républicains qu'il fallait fermer ce chapitre de la guerre contre le terrorisme après 20 ans d'opérations qui, en fait, ont été totalement désastreuses. Mais pour l'Alliance Atlantique, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, on se prépare plus ou moins. Et notamment le Congrès américain, de manière bipartisane, a fait passer une loi courant décembre qui ne permettrait à aucun futur président américain de retirer les États-Unis de l'Alliance Atlantique sans avoir obtenu la majorité des 2/3 au Sénat ou passant par une loi. Donc il y a déjà ces barrières législatives qui ont été mises en place. Et puis très sincèrement, je pense que l'OTAN, pour les États-Unis, que ce soit sous Trump ou Biden, est en fait un instrument idéal pour affirmer la puissance et les intérêts stratégiques américains. Et n'oublions pas aussi que l'Europe, c'est un énorme marché pour vendre les équipements militaires américains. Donc en fait, la dimension aussi business est prépondérante dans le logiciel Trump. Donc je dirais, mettons un peu de côté sa rhétorique et n'alimentons pas cette espèce d'effet de panique qu'il recherche parmi nous, Européens. Et au contraire, affirmons-nous par des initiatives qui montrent que nous savons prendre en charge aussi nos propres enjeux de sécurité et de défense. Roger Cohen, parmi les décisions de Donald Trump, les décisions importantes et spectaculaires, il y a eu une montée en pression avec la Chine qui a été significative, et celle-ci a été saluée, y compris dans les colonnes de votre journal, le New York Times, ce qui signifie que cette décision-là, finalement, elle est très consensuelle aux États-Unis. Ça, c'est vrai, et je suis d'accord avec Alexandre. Je ne pense pas que
qu'un futur président Trump retirerait les États-Unis de l'OTAN. Ceci dit, je pense sincèrement qu'à un moment de grande tension mondiale, différent de ce qu'il y avait en 2016, c'est un homme dangereux pour mettre à la Maison-Blanche. Prenons la Russie. Donald Trump n'a jamais montré, je ne connais pas la raison, je ne sais pas s'il y a un compromis, mais devant Poutine, il n'a jamais voulu le confronter de quelque manière que ce soit. Donc, sur l'Ukraine, je ne pense pas que les États-Unis, avec Trump, seraient assez fermes, aussi fermes que maintenant avec Joe Biden. Et ces décisions sont complètement imprévisibles. La décision qu'il a prise vis-à-vis de l'Iran de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, ça a été tout à fait négatif. L'Iran, aujourd'hui, est beaucoup plus proche d'une bombe qu'il ne l'était avant. Et il a un effet déstabilisant qu'un moment déjà instable pourrait être très grave pour le monde. Alexandra Dehoop-Scheffer sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, alors, Trump, effectivement, alors moi j'ai une vision en fait de son premier déplacement, s'il était élu président ou réélu en novembre prochain. Je pense que dans les 48 heures qui suivent son élection, il se rendra à Moscou. Il serra la main de Poutine. Non. Et puis il ressortira Non. en disant Non. j'ai signé un deal. Non, C'est jamais. possible. Parce que quand il dit Je je peux régler la guerre en Ça vous fait 24 peur. heures, je sais bien, ça fait peur, mais Même c'est pour un... Trump, aller tout de suite à Moscou. Ah, je pense qu'il en est tout Non. à fait capable. Et quand il dit je Quel peux type régler... d'accord. Ah, bah, écoutez, je pense qu'on est Sans en train sur l'Ukraine, oui. Sans bien sûr. l'Ukraine, Sans Un l'Ukraine. accord sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine et sans les Européens. C'est ça qui est terrible. L'Ukraine est quand même acteur de Ah cette mais guerre. complètement, mais pour lui en fait, moi je le vois tout à fait faire ça et quand il dit je suis capable de régler la guerre en Ukraine en 24 heures, il faut en fait le croire, mais ça se ferait Alors, en sacrifiant. Effectivement, parce que les Ukrainiens ne seraient probablement pas d'accord Ah mais avec bien un sûr, plan de paix. bien sûr. Mais dans ces conditions... Dans ces conditions, c'est un Je accord suis en d'accord fait avec M. Poutine bilatéral. que l'Ukraine ne devrait pas exister. On pourrait. Non, je pense que le scénario vers lequel nous allons, c'est en fait un conflit gelé. Avec en fait la région du Donbass, le Crimée, c'est-à-dire à peu près 20% du territoire ukrainien en fait, qui resterait sous entre guillemets contrôle russe. D'ailleurs, on voit que en ce moment, à Washington et dans certaines capitales européennes, on est en train de discuter une forme de négociation sur ces principes-là. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement fou. Mais ça, ce serait l'objectif de Trump. Et pour la raison que Roger Cohen vient d'annoncer, c'est que avec la continuité de la guerre Israël-Hamas, avec effectivement les tensions avec la Chine, la guerre en Ukraine, etc., les États-Unis vont devoir prioriser leurs engagements à l'international. Donc, sur l'Ukraine, moi, ce que je vois, et on le voit déjà avec les blocages au Congrès américain qui ne font pas passer les paquets d'aide à l'Ukraine. Alors là, au Sénat, ça semble... Ça se débloque un peu. Voilà, ça semble se débloquer, mais à la Chambre des représentants, avec notamment un chef républicain trumpiste, ça va être très difficile de le faire passer. Donc, de toute façon, on est aujourd'hui dans une situation où les États-Unis vont de facto réduire leur aide à l'Ukraine. Et donc, les conséquences, ça retombe sur nous, Européens. On va devoir être beaucoup plus impliqués, présents, y compris financièrement. Roger Cohen, j'ai une question provocatrice à vous poser. Ah bon ? Si vous deviez évoquer les mesures les plus scandaleuses à vos yeux prises par Donald Trump, je ne parle pas de ses propos, parce qu'il y a eu beaucoup de propos, mais de la politique effective qu'il a menée sur le plan intérieur, que diriez-vous ? Sur le plan intérieur. Sur le plan intérieur. Domestique, vous voulez dire. Oui. Je pense que je pense que sur le Covid, il a été absolument désastreux au début. Enfin, il voulait cacher ce qui se passait parce qu'il voulait absolument que Wall Street arrive à, je ne sais pas, 36 000 ou 38 000 à l'époque. Il s'est rattrapé en finançant, il s'est les vaccins. Oui, il s'est rattrapé, mais est-ce qu'on serait arrivé à une telle crise
s'il n'aurait pas, pendant 4 mois, 5 mois, fait en gros rien du tout. Ça, pour moi, c'est grave. En plus, je pense qu'il a, à la frontière avec la Mexique, ce qu'il a fait avec séparant les enfants des parents, une politique très divisive. Est-ce Dans que le les pays. démocrates Je font pense qu'il a véritablement... trahi. Pour Pardonnez-moi, moi, je vous embête. Je suis un Américain naturalisé. Donc, pour moi, l'Amérique, quand même, c'est l'accueil. Bon, on peut pas admettre tout le monde, mais c'est un pays d'immigration. Or, Président Trump a trahi les valeurs fondamentales du pays dans ce domaine et beaucoup d'autres. Est-ce que les démocrates font mieux dans ce domaine? Ils essayent, au moins. 8 millions d'immigrés ont passé la frontière, dit-on, les derniers 4 ans. La plupart illégalement. Aucun pays peut vivre éternellement avec cette situation. L'administration Biden n'a pas réussi à résoudre ce problème, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Voilà, Tucker Carlson. Le passage qui était pour moi le plus saisissant, c'est quand il s'est adressé en fait à l'Amérique, Poutine, et il a dit: mais est-ce que vous avez vraiment un intérêt à protéger, à soutenir l'Ukraine? Regardez ce qui se passe à votre frontière avec le Mexique, etc. Et donc en fait, ce lien entre la politique intérieure américaine et la politique extérieure, en fait, résonne de plus en plus aux États-Unis. Et d'ailleurs, le slogan anti-Biden de Trump, c'est de dire la politique de Biden aujourd'hui, c'est Ukraine first, America last. C'est l'Ukraine d'abord et l'Amérique en dernier. Et ça résonne parmi un électorat américain qui se pose effectivement des questions sur la soutenabilité en fait de cette aide américaine à l'Ukraine, et puis bien sûr les enjeux de politique intérieure qui inquiètent beaucoup les Américains. Et ça, ce lien-là en fait est vraiment articulé aujourd'hui par Trump, les Trumpistes, et on voit d'ailleurs que le paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est pris en otage par la question de la frontière avec le Mexique. Roger Cohen, est-ce que l'élection de Donald Trump aujourd'hui, elle vous paraît possible, probable? C'est certainement possible. Il y a une possibilité réelle. Ça me semble pas probable. J'ai peut-être des illusions sur les Américains, mais à un moment où il y a 91, je crois, accusations devant la justice de diverses formes, réélire quelqu'un qui a essayé de renverser la démocratie américaine en encourageant des gens à l'assaut du Capitole, à la fin, je n'y crois pas. Alexandra de Hoop-Scheffer, même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette éventualité est une éventualité à écarter, possible? Bref, comment la qualifieriez-vous? Je pense qu'il faut qu'on réalise que Trump et le Trumpisme, ce n'était pas une parenthèse. Et ça nous saute aux yeux dans le cadre de cette campagne où c'est vraiment Trump qui, aujourd'hui, vraiment donne le là dans le débat sur tous les sujets de politique intérieure et de politique extérieure. Donc, il faut qu'on intègre aussi que l'Amérique, en fait, sur beaucoup de sujets, est en train aussi de changer. Qu'après 20 ans de guerre contre le terrorisme désastreuse, elle a plus envie d'être impliquée à l'international comme cela a été le cas au cours de ces dernières années. Qu'il y a une volonté de se recentrer aussi sur la réindustrialisation du pays, investir dans les infrastructures américaines. Donc il y a tout un champ, je dirais, de sujets qui est aussi en train de refaçonner la classe politique, l'opinion publique américaine. Et Trump représente en quelque sorte ces tendances plus profondes que nous, Européens, on doit en fait intégrer. Un mot de conclusion, Roger Cohen. Je suis d'accord, le trumpisme existe, tout comme le penisme, au meloniisme en Italie, au wilderisme aux Pays-Bas. On vit à un moment où il y a une réaction à la globalisation, où il y a une tendance vers le nationalisme autoritaire. Et on le voit un peu partout, et il faut qu'on aille loin en essayant de comprendre ce phénomène et ne pas dire à ces gens ils comprennent rien du tout. Non, ils comprennent beaucoup de choses, ils réagissent à des faits dans leur vie, et pour réagir contre, il faut les comprendre.
Roger Cohen, on vous lit dans les colonnes du New York Times. Alexandra de Hoopscheffer, vous représentiez ici le German Marshall Fund. Merci à tous les deux.